Les gestionnaires que nous avons rencontrés nous ont clairement mentionné l'importance de la cohérence stratégique, de la gouvernance et du leadership authentique pour assurer l'intégrité des actions de leur entreprise. Commençons par présenter leur vision du leadership authentique. Porter une vision comme gestionnaire, en tout cas pour moi, c'est essentiel parce que d'abord et avant tout, ça donne un sens à ce que je fais, mais ça donne un sens aussi à ce que tout le monde fait. Par le fait même, ça assure la cohérence au quotidien. Tout le monde s'en va vers un but commun. C'est ce qui donne un sens à notre travail. Le leadership, c'est quelque chose qui peut être inné, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui s'apprend non plus dans les livres. En fait, on peut apprendre les principes dans un livre, mais le leadership, c'est quelque chose qui se pratique tous les jours. Il faut vraiment prendre le temps. Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui prend le temps de se comprendre, de se connaître d'abord, d'être authentique avec lui-même pour après ça être capable d'être authentique avec les autres. C'est vraiment une question de se pratiquer tous les jours et de faire des essais-erreurs aussi. On n'apprend pas du jour au lendemain à être un bon leader. C'est souvent en venant mettre sur table, à livre ouvert, notre façon de faire, que la confiance va s'établir. En étant authentique, c'est sûr qu'il faut venir dire quelles sont nos limites, quelle est notre capacité. Mais au-delà de notre capacité, c'est venir dire de façon très authentique et ouverte qui on est et de quelle façon on travaille. C'est bon pour tous les partenaires qui nous approvisionnent en papier ou qui achètent notre service de destruction de documents confidentiels, mais c'est aussi bon pour notre fournisseur qui vient réparer nos équipements, avec qui on a un rapport de confiance qui fait en sorte qu'on ne choisira pas celui qui a le plus bas prix. On va choisir celui qui est capable de répondre à notre besoin et qui va être capable de s'ajuster lorsque nos besoins changent ou lorsqu'il y a une urgence au niveau d'une réparation. Une coopérative, c'est un regroupement de gens qui ont décidé de s'unir pour se donner des services en commun. Bien, ça prend quelqu'un à l'intérieur de cette entreprise pour porter la mission, ou plutôt porter la vision qui doit correspondre à la mission recherchée de l'entreprise. Et le directeur général, je pense, est le pivot et l'élément essentiel à l'intérieur de toute la structure démocratique et opérationnelle de la coopérative. Il est le lien entre l'aspect démocratique, le conseil d'administration, l'assemblée générale et l'ensemble du personnel. C'est le lien entre les deux. Donc, le porteur de la vision de l'entreprise comme directeur général, bien, pour pouvoir l'assumer, il doit assumer un leadership. S'il n'a pas le leadership, il ne pourra pas porter la vision. Et dans certains cas, ça va être quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est fondamental, le rôle de leader du directeur général comme étant le porteur de la vision. La cohérence entre la vision, la mission, les valeurs et les objectifs généraux est incontournable pour une entreprise. Dans les prochaines minutes, les gestionnaires nous parleront autant de la cohérence interne que de la cohérence externe, c'est-à-dire avec les parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise. On poursuit l'histoire des Augustines en perpétuant leur mission, mais on poursuit leur mission dans la façon contemporaine, avec les besoins bien d'aujourd'hui, bien sûr. Avant, elles avaient leur contexte, c'était un contexte de religion catholique. Elles étaient des soignantes, c'était dans un autre contexte, un autre lieu. Et aujourd'hui, ça se perpétue comme étant la santé globale. Donc, on parle ici de la globalité de l'être dans son bien-être, donc physique, mental, émotionnel et spirituel. Et évidemment, le défi est celui de parler de spiritualité dans un lieu comme celui-là et de parler de valeurs universelles. Dans le fond, c'est ce qu'elles avaient, les sœurs. Elles avaient, oui, leur culture, leurs croyances et elles vivaient en communauté. Donc, c'est une toute autre chose aujourd'hui, mais nous sommes capables quand même de poursuivre leur mission à travers les principes d'aujourd'hui ou la culture d'aujourd'hui,
Les gens, ils font souvent référence au contexte religieux, donc faire la promotion, par exemple, d'un lieu comme celui-ci. Donc, c'est vraiment ce défi-là de parler aux gens d'aujourd'hui, mais avec des valeurs bien universelles qui étaient celles des Augustines. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces valeurs-là sont divulguées depuis le 6e siècle, parce que la communauté des Augustines est née en France. Et quand les 3 religieuses sont arrivées ici en 1639 pour fonder le premier hôpital, elles perpétuent encore une fois ces valeurs-là. Et jusqu'à aujourd'hui, bien, nous, c'est ce qu'on veut faire, perpétuer les valeurs, encore une fois, pour continuer à poursuivre l'écriture de ce lieu-là. La définition des valeurs à l'industriel, à l'Alliance, il faut regarder premièrement, ça veut dire quoi pour chacun de nous, les valeurs? Les valeurs, c'est basé sur d'où vous venez, votre vécu, vos croyances et les comportements des gens. Donc déjà là, il y a des choses dans une entreprise qui se font, mais que les gens n'ont pas mis de mots dessus. Chez nous, c'est comme ça qu'on est parti. On a commencé à définir nos valeurs et la définition de nos valeurs a évolué, puis elle va continuer d'évoluer. Ce qui est important, c'est de déterminer c'est quoi qui est important chez nous. Chez nous, c'est le travail d'équipe. Mais la notion de travail d'équipe, qui était au départ dans des secteurs, dans des silos, maintenant, c'est au travers de l'organisation. Va chercher l'expertise où elle est. La définition a évolué, mais la valeur n'a pas changé. Donc, les comportements sont en train de changer. Le climat de haute performance. Au départ, ici, on parlait de l'aspect financier. Progressivement, on a introduit la notion de comment on traite nos employés, comment on respecte notre environnement, comment on s'implique dans la communauté. Le respect. Le respect, autrefois, on parlait du respect de l'individu. Mais il faut respecter l'individu, l'équipe, l'organisation et la communauté. Donc, la notion de respect, encore là, a évolué chez nous. Et une mentalité de service. Mentalité de service, je ne travaille pas pour toi, on travaille ensemble. Puis, on a un client, il est à l'externe. Comment on fait entre nous pour s'entraider, pour qu'on puisse mieux aider? Donc, c'est nos valeurs, c'est comme ça qu'on les a définies. Puis, on en parle régulièrement. Le contexte a changé. Ça veut-tu encore dire ça? Prenez l'exemple, dans le numérique, on a maintenant accès directement aux clients, alors qu'autrefois, on passait par des intermédiaires. Comment on fait pour, à la fois, respecter les intermédiaires qui sont là et en même temps, permettre à nos clients d'avoir accès à certaines informations ou des choses comme ça? C'est des discussions qui ont pris cours au cours des 2 dernières années pour recadrer cette définition de mentalité de service auprès de nos clients et de respect. Chaque employé, chaque membre du personnel de la coopérative ont des responsabilités au sein de la coop. Donc, eux peuvent aussi, au quotidien, avoir un impact par rapport aux services qu'ils développent et ça doit s'inscrire dans le cadre des valeurs coopératives. Le grand défi qu'on a, c'est qu'on a une mission ambitieuse et on pourrait se contenter de ça pour faire de la mise en marché comme on peut retrouver trop souvent dans la société. Dans notre cas, on a une grande préoccupation de cohérence. La vie démocratique nous permet d'ailleurs d'avoir une mobilisation et des gens qui nous entourent qui s'assurent qu'on garde le cap. Après, au quotidien, on a différents outils pour s'assurer qu'on garde le cap. Bien sûr, l'embauche du personnel qui adhère à la mission devient un élément important pour s'assurer qu'on garde la direction. Mais on se donne toutes sortes de mécanismes comme différents plans d'action, différentes instances de collaboration à l'interne qui nous permettent de garder cette cohérence-là. Et l'équipe a à rendre mensuellement des comptes aux différentes instances démocratiques de la Caisse. Donc, ça assure une cohésion et un dialogue entre les différentes instances. Le défi est toujours grand. On reste une institution financière qui doit produire des rendements financiers, mais la recherche de cohérence nous permet de concilier ces contraintes-là ou ces obligations-là d'avoir des rendements financiers avec nos ambitions sociales. C'est à travers beaucoup le dialogue et de concertation des différentes parties prenantes de la Caisse qu'on arrive à créer cette cohérence-là. Un autre exemple des valeurs coopératives dans le quotidien de la coopérative, c'est les politiques d'achat de la coop. Par exemple, nous avons une politique concernant les différents fournisseurs avec qui on fait affaire, qui font en sorte qu'on va favoriser les fournisseurs locaux
les fleuristes, les traiteurs. On va aller en appel d'offres. Pour nos centres funéraires à Québec, ça va être des fournisseurs de Québec. À Lévis, ça va être des fournisseurs de Lévis. Donc, dans les différents secteurs où on est situé, on va favoriser des fournisseurs qui proviennent de la localité ou notre centre funéraire. Et ça se traduit aussi au niveau provincial, à l'intérieur de notre fédération, où on va aller en appel d'offres. Donc, s'il y a des entreprises québécoises, c'est eux qui sont favorisés au niveau provincial. Même la construction de nos centres funéraires, on va inviter des entrepreneurs de la région. Donc, on va toujours s'assurer d'avoir un maximum de retombées locales dans la région où le centre funéraire est situé. On a développé des concepts de communication qui permettent aux gens de saisir facilement dans quel cadre on veut travailler. Entre autres, on travaille avec un concept qui s'appelle les 3 I, qui correspondent à irrésistible, inattaquable et incontournable. Au niveau du I d'irrésistible, en fait, c'est qu'on veut que les gens ne voient pas d'autres options que de nous choisir de par la qualité des services qu'on offre, mais aussi la cohérence avec le discours social qu'on préconise. Donc, c'est un I fondamental, c'est notre I séduisant, si on veut. Au niveau d'incontournable, c'est la représentation du type de membres de la Caisse qui sont très concentrés dans le monde de l'économie sociale et des personnes engagées, qui fait en sorte que personne ne peut passer à côté de nous quand on croit à des valeurs humanistes comme les nôtres. Le troisième, inattaquable, qui est le plus difficile à faire vivre, c'est qu'on est quand même des gens qui ont un discours assez marqué, qui ne fait pas nécessairement toujours le consensus. Donc, d'être inattaquable, ça nous permet de faire en sorte de garder notre côté plus marginal dans un mouvement comme le mouvement des jardins et dans la société en général, parce qu'on peut se défendre en maintenant qu'on a une qualité de travail au-dessus des normes. Conserver son intégrité et sa cohérence dans un environnement en continuel changement ne peut pas se faire sans une bonne gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on parle entre autres de conseil d'administration. Recyclage Vanier a un ancrage dans son milieu et les personnes qui représentent cet ancrage-là, je dirais, en premier lieu, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration est comme le gardien de nos valeurs. C'est ceux qui gouvernent Recyclage Vanier, mais qui viennent prendre les grandes décisions de Recyclage Vanier au niveau des orientations. Toute une équipe de direction par la suite pour opérationnaliser. Il y a 9 personnes sur le conseil d'administration, un représentant des travailleurs réguliers et 9 personnes qui sont élues par l'Assemblée générale, mais qui sont bénévoles. Ça ne m'appartient pas, Recyclage Vanier, ça appartient à la communauté. La communauté est représentée par le conseil d'administration. Le rôle du conseil des administrateurs, c'est représenter les intérêts des membres et s'assurer du respect de la mission et des valeurs coopératives dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'aspect fondamental des responsabilités des administrateurs. Un coup qu'on a dit ça, comment ça se traduit dans le concret? Bien, le conseil d'administration, autant il va s'assurer que la direction générale, l'ensemble du personnel respecte les valeurs, puis j'en ai parlé tantôt, le filtre de prise de décision coopérative, c'est dans ce contexte-là. Ça, c'est un exemple d'un outil que les administrateurs se sont donné pour s'assurer que les décisions qu'ils vont prendre vont toujours se faire dans le contexte, en respectant les valeurs coopératives. Mais au-delà de ça, le conseil d'administration, c'est de l'expertise aussi. C'est des gens qui viennent siéger au conseil, qui ont chacune une expertise qu'ils peuvent apporter pour contribuer, participer au développement de la coopérative. Vous pouvez avoir un avocat, vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille dans le domaine funéraire aussi. Il peut venir de n'importe quel secteur. Il apporte son expertise. Et un autre volet très important que beaucoup de gens oublient, ces gens-là ont des relations, sont des contacts dans la communauté. Et chez nous, on a beaucoup investi. Nos administrateurs sont des porte-parole, sont des promoteurs de la formule coopérative, sont des promoteurs de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Nos administrateurs, très souvent, ont été la bougie d'allumage de partenariats qui ont été faits avec différents secteurs de la communauté. Donc, vous voyez, ils jouent 2 rôles. Ils sont un peu le gardien de la mission de la coopérative, mais ils sont les promoteurs et les ambassadeurs de la coopérative dans la communauté autour. La Caisse d'économie solidaire, c'est une coopérative. Donc, comme toute coopérative, on a une vie démocratique qui prend beaucoup de place. Dans notre cas,
c'est un élément fondamental. On exprime que la société soit plus démocratique, donc pour nous, c'est important qu'on donne l'exemple. Bien sûr, il y a les structures qu'on se donne qui sont plutôt classiques dans le monde coopératif, c'est-à-dire une assemblée générale, un conseil d'administration. Mais à la Caisse, on s'est donné toutes sortes de fonctionnements qui permettent aussi aux membres de nous alimenter et s'assurer qu'on garde le cap. On a différents comités de travail thématiques. On a des outils de communication maintenant avec les réseaux sociaux. C'est un moyen de communication très puissant qui nous permet d'être en interaction. On travaille beaucoup avec des membres engagés. Bien, c'est souvent des gens qui ont des opinions sur toutes sortes de sujets, donc ils nous alimentent amplement de leur opinion. Et on essaye d'en tenir compte le plus possible dans le développement de nos actions au quotidien à la Caisse. Au niveau de l'Assemblée générale de la Caisse d'économie solidaire, bien sûr, on s'assure de rendre des comptes à nos membres, mais on va plus loin que ça. Pour nous, c'est une occasion particulière de faire participer les membres dans les grandes orientations sociales que la Caisse veut mettre de l'avant. Bon an, mal an, c'est autour de 300 personnes qui viennent participer à notre Assemblée générale pour débattre de dossiers enjeux sociaux. On a une année travaillé sur la question des enjeux du développement international, sur les problématiques de sécurité alimentaire, sur le plan stratégique de la Caisse, sur l'investissement responsable. Donc, on s'assure de mettre en place une mécanique qui permet aux gens d'échanger et de dialoguer avec le personnel et les administrateurs de la Caisse pour être sûr qu'on reste toujours sur la cible au niveau de nos engagements sociaux. Lors de notre Assemblée générale, annuellement, les membres ont à décider de l'utilisation de la ristourne. Dans notre cas, à chaque année, les membres décident de renoncer à une ristourne individuelle pour plutôt demander à la Caisse d'utiliser ces surplus pour soutenir des initiatives de développement social ou environnemental prioritaires pour eux. C'est un engagement important. Pour un membre d'entreprise, renoncer à une ristourne, c'est certes très significatif, mais de renoncer à sa ristourne sur un plan individuel, c'est un engagement et une confiance énorme que nous manifestent nos membres et ça part de leur conviction et de leur volonté de faire évoluer la société.